Bonjour aussi à toutes et à tous. Donc pour cette nouvelle session de cette deuxième journée, la thématique est collection de musées, corpus d'études. Pour ce faire, nous avons trois communications. Donc la première, écrire une histoire mondiale de la facture instrumentale, acquisition de luth africain au musée instrumental du Conservatoire national de musique et au musée d'ethnographie du Trocadéro, au musée de l'Homme, de 1872 à 1958 par Ariane Thévenot. Ensuite, nous aurons de la difficulté et de l'intérêt d'étudier les collections muséales de céramique ethnographique, l'exemple de la collection éthiopienne du musée du Quai Branly par Anne-Lise Goujon. Puis nous terminerons par inventaire des objets gabonais dans les collections des musées en France, état des lieux et mise en valeur par Larissa Ninon Zang Metogo. Petite présentation de ces trois intervenantes. Donc, Ariane Thévenot est restauratrice du patrimoine, formée à l'INP en spécialité mobilier, si je ne me trompe pas. Elle a débuté en 2021 une thèse sous la direction d'Anaïs Fleuchet, qui porte sur l'étude historique de la conservation-restauration d'un corpus de luth non occidentaux conservés au musée de la Marine et au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Anne-Lise Goujon est secrétaire scientifique du Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba. Elle a soutenu en 2021 une thèse sur la diversité des traditions potières sur les contreforts éthiopiens de la vallée du Rift. Et Larissa Ninonzang Metogo est conservatrice au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Elle est diplômée de l'Institut national du patrimoine. Elle prépare actuellement un diplôme universitaire de recherche de provenance sous la direction de Claire Bosc-Thiessé sur un inventaire de biens culturels du Gabon dans les collections françaises. Alors si vous voulez bien, on va enchaîner les trois communications et puis à la fin de ces interventions, on procédera aux questions et aux échanges avec la salle. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais aborder la question des acquisitions d'un corpus de luth qui ont intégré le musée instrumental du Conservatoire national de musique et le musée d'ethnographie du Trocadéro, puis le musée de l'Homme, entre 1872 et 1958. Alors ce travail prend place dans un projet de recherche plus large, dans le cadre d'une thèse que je mène effectivement au sein du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec le musée du Quai Branly et avec le musée de la musique. Et donc là, je tiens vraiment à souligner que ce travail, c'est vraiment le fruit d'échanges avec les équipes des deux institutions. Et je voulais notamment remercier Frédéric Servin-Rivial qui est ici, également Angèle Martin pour les discussions qu'on a pu avoir et le travail qu'on a pu faire sur la provenance des luths qui proviennent du musée d'ethnographie du Trocadéro et du musée de l'Homme, et également Alexandre Gérard Muscagori, que vous avez vu hier, pour le travail sur la collection du musée de la musique. Alors, pour commencer, le terme de luth signifie, selon la classification organologique, un instrument à cordes pincées dont les cordes sont tendues sur un plan parallèle à une caisse de résonance et un manche qui sont eux-mêmes placés dans le même plan. Et donc cette classification regroupe en réalité une variété très importante de typologies instrumentales, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, dont la facture, les contextes de jeu, d'usage et les provenances varient. Le musée du Quai Branly et le musée de la musique conservent 104 luths provenant du continent africain, acquis, donc comme je vous l'ai dit, entre 1872 et 1958, pour le musée d'ethnographie du Trocadéro et le musée de l'Homme, donc en ce qui concerne le Quai Branly, et pour le musée instrumental du Conservatoire national de musique, pour ce qui concerne le musée de la musique. Et au sein de ce corpus, on remarque que deux typologies se distinguent par leur nombre, puisqu'elles représentent 75% des acquisitions. On a d'une part, vous le voyez à gauche, les guinbris, qui sont des luths dont la caisse de résonance est constituée d'une carapace de tortue et dont les cordes sont tendues par des chevilles. Et donc c'est un luth qui a été très apprécié en Tunisie, au Maroc et en Algérie, où il a été joué dans des contextes très variés, mais dont l'usage s'est perdu aujourd'hui, à l'exception de quelques maintenances très localisées. Et on a d'autre part les luths à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, que vous voyez ici à droite, qui sont caractérisés par leur manche qui est embrochée dans la table d'harmonie en peau et par les anneaux tenseurs qui sont enroulés autour du manche, les anneaux tenseurs en cuir, et qui règlent la tension des cordes. Et donc, ce sont des luths qui sont jouées encore aujourd'hui par différentes populations et par différents groupes, donc au sud du Sahara, depuis le Sénégal jusqu'au bassin du Tchad, donc dans une région très vaste.
Et donc évidemment, les termes pour désigner ces luttes changent en fonction des lieux et en fonction des langues, mais les provenances de ce corpus étant très peu documentées, j'emploie ici volontairement la désignation générale et classificatoire de lutte à pic intérieur, même si j'ai la conscience aiguë que c'est une appellation très, très réductrice. Alors, l'état des luttes à pic intérieur du corpus conservé au musée du Quai Branly est très uniformisé car une grande partie des instruments ont été restaurés dans les années 50. Et donc des éléments comme les cordes, les anneaux tenseurs ou les chevalets ont été restitués et modifiés. Et donc vous voyez ici à l'écran que des luttes provenant de régions très variées ont aujourd'hui une apparence extrêmement similaire. Et à l'inverse, les guinbris ont été très peu restaurés. Ils sont très lacunaires dans les deux institutions. Là, c'est vraiment très similaire. Et vous voyez qu'aucun chevalet n'est conservé, de nombreuses cordes sont manquantes et leur état de dégradation est parfois très avancé. Et donc c'est vraiment la surreprésentation de ces deux typologies de lutte dans mon corpus d'études et associée à leur état et à la manière dont ils ont été pris en charge dans les deux institutions qui m'a amené à étudier leur acquisition dans l'idée de mieux comprendre leur place et leur trajectoire au sein des musées. Alors si on s'intéresse effectivement aux acquisitions, on voit qu'on a évidemment deux schémas différents. Du côté du musée instrumental à gauche, j'espère que vous voyez bien, on remarque qu'on a un nombre à peu près équivalent de guinbris, donc qui sont représentés par des points sur le graphique, et de luttes à pic intérieur qui sont représentés par des rayures. Et donc on voit qu'ils proviennent uniquement de dons ou de legs, et que 4 guinbris ont perdu leur numéro d'inventaire et donc leur provenance. Alors il s'agit d'un corpus assez restreint, mais qui est en fait très important à l'échelle de la collection. Du côté du musée d'ethnographie du Trocadéro et du musée de l'Homme, on a un graphique qui suit tout à fait l'activité institutionnelle, avec une baisse d'activité dans les années 20, un regain dans les années 30 avec la rénovation du musée par Georges-Henri Rivière et Paul Rivet. Et on constate ici aussi qu'un quart du corpus a perdu son numéro d'inventaire, avec ce pic gris que vous voyez en 37 qui correspond aux instruments qui ont été inscrits à l'inventaire sous X à cette date. Et donc les guinbris, toujours à point, sont en moins grand nombre. Ils proviennent majoritairement de dons. Alors ceux qui apparaissent ici semblent avoir plutôt été donnés à partir des années 30, mais comme la moitié ont perdu leur numéro d'inventaire, certains sont peut-être plus anciens. Pour les luttes à pic intérieur, donc à rayures, alors on voit là que les acquisitions sont nombreuses, qu'elles sont étendues sur toute la période et que les modes d'acquisition varient un peu plus, alors toujours une majorité évidemment de dons et de legs, mais également des échanges institutionnels avec des dépôts, des missions ethnographiques et un achat. Alors ces deux graphiques nous montrent que ces instruments ont été acquis sur une période longue, y compris les guinbris, qu'ils proviennent effectivement majoritairement de dons. Et on voit que, notamment du côté du Trocadéro, il ne s'agit pas d'acquisition de grandes collections, mais plutôt d'acquisition d'instruments ponctuels, ce qui suggère des contextes de collecte variés sur lesquels il est nécessaire de se pencher un peu plus en détail. Alors, si on s'intéresse aux collecteurs des luttes à pic intérieur, on voit que certains ont été collectés antérieurement à nos deux institutions. Et donc ces luttes proviennent de collectionneurs. Du côté du musée instrumental, on a 3 luttes à pic intérieur qui ont été données par Victor Schulcher en 1872. Donc je ne vais pas y revenir trop longuement, Alexandre y a dédié sa présentation hier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée assez précise des provenances grâce aux inscriptions apposées par Schulcher sur les instruments. Et donc ici, on sait qu'il a été acquis en octobre 1847 au comptoir d'Albreda. Du côté du musée d'ethnographie du Trocadéro, on a 2 luttes dont les numéros d'inventaire ont été perdus, mais dont la provenance et les trajectoires institutionnelles ont pu être retracées grâce au travail de Frédéric Servin-Rivial, qui est chargé d'études documentaires sur l'histoire des collections au musée du Quai Branly, et qui a montré qu'un luth provient de la collection Vivant de Nom, donc achetée par la Maison du Roi en 1827, et qu'un autre provient de la collection de Ludovic Napoléon Lepic, qui était peintre et membre de la Société d'anthropologie de Paris et dont la collection a été donnée en 1869 au Musée des Antiquités nationales. Alors les provenances et les modes de collecte ne sont évidemment pas décrits dans les inventaires, mais ces premières acquisitions nous montrent quand même que les luttes à pic intérieur circulent parmi les objets de collection dans la première moitié du XIXe siècle. Et on peut par contre s'intéresser à la manière dont on les désigne, et on voit là qu'il y a des hésitations. On parle de guitare, d'espèces de mandolines, espèces de tambours, et on retrouve cela
dans les ouvrages de cette première moitié du XIXe siècle, donc comme celui de Mungo Park ou de René Caillé, où on emploie effectivement les mêmes termes. Alors ici, guitare, dans d'autres, on retrouve le terme de mandoline très régulièrement. Chez Mungo Park, par exemple, c'est quand même associé à un terme vernaculaire. Alors ces descriptions sommaires des instruments, elles prennent souvent place dans les parties de ces ouvrages qui sont dédiés au griot, et on trouve cela dès la fin du XVIIe siècle, avec l'apparition de ce terme griot, pour désigner les personnes appartenant aux castes des chanteurs, des musiciens et des poètes. Et donc, on voit bien dans ces ouvrages qu'on ne cherche pas à étudier la musique, mais plutôt à donner à voir une image, le rôle et les attitudes du griot. Et donc, pour cela, on emploie effectivement très souvent des termes européens, dans une approche parfois comparatiste et évolutionniste, comme l'a bien montré Liliane Kuczynski dans son article sur la figure du griot dans les récits de voyageurs publié en 2012. Et donc, si on reprend notre schéma, on arrive maintenant à des phases de collecte qui sont contemporaines à l'existence des deux musées, puisque le musée du Conservatoire ouvre au public en 1864 et que le musée du Trocadéro est instauré en 1878 suite à l'exposition universelle. Et donc, la majorité des luttes à pic intérieur du Trocadéro ont été acquis durant la conquête des territoires d'Afrique de l'Ouest par les fonctionnaires coloniaux. Et donc, je ne vais pas m'attarder ici parce qu'ils sont trop nombreux et ça prendrait des heures, mais c'est vraiment intéressant de s'intéresser à ces différents profils et on note notamment des méthodes de documentation qui sont assez variées. Par contre, ce qu'on constate, c'est que la constitution des collections reste sensiblement la même. Les instruments de musique sont pris dans des collections d'objets très variés, sans réel intérêt pour leur facture instrumentale ou pour le répertoire musical auquel ils sont associés. Et dans les ouvrages de certains, notamment Antoine Mattei ou Lorza de Montorso de Reichenberg, on voit bien que ces descriptions des instruments restent associées à celles des griots, comme on a pu le voir pour la période précédente. Alors l'exemple de Charles-Henri Paubéguin, dont les archives sont conservées à la médiathèque Germaine-Tillon de Saint-Maur, est un peu particulier. Après une carrière longue en Afrique de l'Ouest, une carrière coloniale longue en Afrique de l'Ouest, il va créer son propre musée qu'il appelle son musée africain, dans sa maison de La Varenne-Saint-Hilaire, où une partie des instruments de musique sont présentés en panoplie. Donc on a évoqué cette question hier et on remarque qu'ils sont exposés exactement, sensiblement de la même manière que ce qui pouvait être fait au musée d'ethnographie du Trocadéro à son ouverture. Et donc c'est une collection qui est très conséquente puisque près de 400 objets, dont 30 instruments de musique, seront donnés par sa fille au musée de l'Homme en 1951. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1912, sa femme, Fernande, qui est professeure de musique, publie le carnet de ses 6 mois de voyage en Guinée, dans lesquels elle donne une description qui correspond à nos luttes. Et donc elle dit, je cite, « En dehors du balafon, les instruments de musique des foulas sont d'une simplicité extrême, faits pour la plupart avec des calebasses et des cordes en crin de cheval tendues. » Et donc on trouve ici l'idée exprimée qu'il s'agit d'instruments très simples et très rudimentaires. Alors par ailleurs, cette lettre de Gustave Chouquet, qui est conservateur du musée instrumental de 1871 à 1886, nous montre que le musée instrumental souhaite mettre en place le même système que le Trocadéro, donc à cette période, puisqu'il demande à son directeur que les gouverneurs des stations coloniales fassent parvenir tous les instruments d'Asie, d'Afrique et d'Amérique qui ne figureraient pas au musée du conservatoire. Alors on sait que cette demande n'a pas abouti et c'est probablement une des raisons qui fait qu'il y a moins d'acquisition de luth à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest au conservatoire et que le peu de luth à pic intérieur qui ont été donnés l'ont été par des collectionneurs. Dans les années 30, donc certains luths ont évidemment été rapportés par les ethnologues du Trocadéro lors de missions de terrain, ce qui va de pair avec la création du département d'ethnologie musicale sous la direction d'André Scheffner en 1929. Et donc l'approche est un peu différente, la documentation est un peu plus riche, les provenances sont précisées, et c'est notamment le cas pour ces 2 luths qui proviennent de la mission réalisée par Henri Labouret en 1932 et dont on voit dans les fiches descriptives donc, que j'ai retranscrites ici, une attention un peu plus importante portée sur les provenances et également sur les usages. Alors cette mission effectuée au Sénégal, au Soudan et en Guinée française a été subventionnée par le ministère de l'Éducation nationale, par l'Institut international des langues et des civilisations africaines et elle a été également patronnée par le ministre des colonies et par le gouverneur de l'Afrique occidentale française,
dans le but de rapporter une documentation linguistique des enregistrements pour le musée de la parole et des objets pour le Trocadéro. Et donc on l'a évoqué aussi hier, c'est vraiment des quantités incroyables d'objets qui sont rapportés à cette occasion. Et alors ce qui m'intéresse ici, c'est que dans un rapport de cette mission, Henri Labouret indique, donc je cite, « Il y a à grouper le plus tôt possible les pièces intéressantes, étant donné le trafic éhonté qui se fait actuellement dans la colonie. Si cette action commerciale continue, il y aura bientôt plus sur la côte de Guinée que des objets fabriqués spécialement pour les Européens et sans aucune valeur propre. Ainsi, ce sera créé un art nègre moderne, dépourvu de toutes les qualités constituant la valeur de l'ancien. » Et donc là, on voit bien que nos luttes à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, pris dans ces discours, portent à présent l'image d'instruments authentiques qui n'auraient pas reçu d'influence extérieure. Alors si on s'intéresse maintenant au guinbri, l'approche est un peu différente. Certains donateurs donnent uniquement un guinbri sans aucune documentation. Donc c'est par exemple le cas de Madame Coquerel au musée instrumental ou de Jean Boulet au musée de l'Homme. Et là, ce sont vraiment des personnes qui deviennent très difficiles à identifier et donc les provenances sont très complexes à étudier. Mais on a également des guinbris qui sont donnés par des collectionneurs que l'on retrouvait déjà pour les luttes à pic intérieur. Et donc c'est notamment le cas de Paul-Alexis Cesbron, qui est collectionneur d'instruments de musique, et donc plus de 400 instruments seront donnés par son fils au musée instrumental en 1934. Alors ce dernier ne donne aucune indication dans son catalogue sur les acquisitions des instruments non européens, mais on sait qu'il est actif dans le milieu musical parisien et qu'il achète notamment en vente publique. Et donc dans l'ensemble des cas, on a très peu d'informations sur les provenances et les usages des guinbris. Vous voyez ici que pour rédiger son catalogue, Paul-Alexis Cesbron reprend mot pour mot les descriptions des guinbris qui figurent dans le catalogue du musée instrumental. Mais par contre, ce qui est intéressant sur cet instrument, c'est que l'inscription peinte donc sur la table d'harmonie a été traduite par Anis Medeb, qui est chercheur au Centre des musiques arabes et méditerranéennes de Tunis et qui a beaucoup travaillé sur les guinbris. Et donc qui a montré, à l'image de plusieurs luttes de notre corpus, que cette inscription signifie Algérie, ce qui laisse penser que c'est probablement des instruments qui sont plutôt à destination des voyageurs européens. Et donc on remarque notamment sur cette carte postale donc d'un souk à Tunis, un guinbri à l'arrière-plan, et on peut penser, et ça se révèle dans les différents écrits, que l'aspect du coup exotique de la carapace de tortue, de la caisse de résonance en carapace de tortue, a joué un rôle dans l'intérêt des Européens pour ces instruments. Alors il faut savoir qu'on retrouve de très nombreux guinbris dans les collections européennes, vraiment en quantité importante, et que certains portent des décors très similaires, ce qui laisse, donc comme vous pouvez le voir ici, et ce qui laisse supposer que des ateliers de production ont pu se développer, ce qui n'était a priori pas le cas pour les luttes à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, qui sont traditionnellement fabriquées par les musiciens eux-mêmes. Et donc on sait, enfin vous voyez sur cet exemple, donc une carte postale orientaliste sur la droite que j'ai volontairement floutée, et sur laquelle on voit en bas à gauche un guinbri qui porte un décor extrêmement similaire. Et donc on voit ici que le guinbri fait vraiment, c'est vraiment un accessoire, il sert à la mise en scène de la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le guinbri que vous voyez du musée instrumental sur la gauche, on constate qu'effectivement, il n'y a aucune trace de jeu sur cet instrument. Par ailleurs, cette carte postale est une source importante, puisque ce luth a perdu son numéro d'inventaire et sa provenance. Alors dans la presse coloniale, en fait c'est lié parce que effectivement on sait que le guinbri a été associé, et notamment par les orientalistes, à des images érotiques et à une figure de la prostitution. Et effectivement, dans la presse coloniale, on remarque également que le guinbri est souvent associé aux chanteurs de rue, aux marginaux et au tapage nocturne. Et dès la seconde moitié du XIXe siècle, on retrouve régulièrement des mentions de guinbri dans les ouvrages des voyageurs, et on retrouve l'idée d'instruments, alors je cite encore, faciles à jouer chez Alexandre Christianovitch, ou là encore primitifs chez Paul Jousset par exemple, et on remarque que c'était quand même des terminologies qui étaient déjà employées pour décrire les luttes à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest. Et il est intéressant de constater par la suite la manière dont on décrit un autre type de luth, le oud, qui est joué dans les mêmes régions que les guinbris. Et donc vous voyez ici
donc avec Marie-Thérèse Delance, qui publie une étude sur la musique au Maroc dans les années 20, je me dépêche, elle décrit les guinbriques en étant l'instrument le plus populaire du Maroc, resté très primitif, et en contrepartie le oud comme étant d'une fabrication très délicate. Et effectivement, le oud est considéré comme appartenant à une tradition savante de la musique et avec des familles de luthiers qui sont extrêmement reconnues. Et on constate que seuls 2 ouds ont été acquis au musée instrumental du Conservatoire et au musée du Trocadéro à la même période, ce qui laisse penser que les acquisitions vont plutôt se focaliser sur des typologies jugées primitives. Alors du coup, je vais accélérer. Cette étude révèle des procédés d'acquisition différents pour les luttes à pic intérieur et pour les guinbris. Pour autant, on remarque des similitudes dans la manière de les considérer comme des instruments simples, rudimentaires, et dès les premières acquisitions, on retrouve l'idée exprimée notamment dans le catalogue du musée instrumental par Léon Pillot, donc qui est conservateur de 1886 à 1903, que les instruments non européens permettent d'étudier l'histoire de la facture instrumentale, car ils conservent une forme ancienne et seraient donc les témoins figés d'un passé de la musique. Et ces théories se développent évidemment dans une approche évolutionniste très forte, dans l'idée que l'étude de ces instruments de musique permettrait d'étudier les formes passées de nos instruments européens qui seraient évolués. Et c'est vraiment une idée qui va perdurer tout au long de la période étudiée. Kurt Sachs, dans son article sur la signification muséographique des collections instrumentales, qui est publié en 1934 lorsqu'il est collaborateur au Trocadéro, donc dans l'idée de créer un parcours chronologique qui retracerait l'histoire de la musique, indique qu'il manque des instruments du Moyen-Âge, mais, et donc je cite, qu'il faudra placer ici comme document suppléant les instruments du Proche-Orient et notamment de l'Afrique blanche, dont on peut à peu près être sûr qu'ils n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Et donc il y a véritablement cette idée de retracer une histoire mondiale de la facture instrumentale grâce à ces collections d'origine africaine qui représenteraient le passé de la musique. Et dès la première moitié du XXe siècle, plusieurs ethnologues et musicologues vont s'appuyer sur l'ouvrage qui a été publié en 1837 par John Gardner Wilkinson, qui est égyptologue, et dans lequel un chapitre est dédié à la guitare égyptienne, et dont vous voyez des reproductions de fresques ici à l'écran. Et donc c'est notamment le cas de Henry George Farmer, qui publie une étude sur le sujet en 1928, et qui va assimiler totalement les luttes à pic intérieur, les guinbris et d'autres luttes d'Afrique du Nord, en niant totalement des contextes d'usage différents sous prétexte d'un rapprochement dans la forme instrumentale. Et donc cette essentialisation ne reflète absolument pas les variétés de provenance et de forme de ces instruments, mais semble par contre avoir eu un impact sur leur conservation. Et donc je vais terminer ici sur cet exemple avec ce luth qui a été donné par Antoine Mattei, qui est agent général de la Compagnie française de l'Afrique équatoriale en 1885. Et l'étiquette qu'il a apposée sur le luth nous permet d'avoir une mention précise de la provenance, qui est assez rare. Et en fait, cette mention nous permet de penser qu'il s'agissait d'un luth qui, alors c'est vraiment hypothétique, mais qui pourrait provenir des populations Haoussa du Nigeria et qui, à l'origine, aurait du coup plutôt porté 3 cordes et probablement un chevalet de formes différentes. Alors c'est difficile d'affirmer ces hypothèses puisque non seulement, évidemment, la facture instrumentale change en fonction des lieux, mais également en fonction des périodes. Donc c'est très difficile d'affirmer quelque chose, mais l'inventaire à l'acquisition mentionne effectivement uniquement 3 cordes. Et par ailleurs, cet instrument a été restauré dans les années 50 et tous ces éléments ont été restitués. Et donc on voit ici aussi que la connaissance de la provenance permet aussi d'émettre des hypothèses sur la facture originale de l'instrument. Et donc pour conclure, sous cette collection d'apparence très homogène, on constate finalement des contextes d'acquisition variés. Les sources écrites montrent l'importance du personnage du griot dans la découverte par les Européens des luttes à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, associées au rôle des administrateurs coloniaux au moment de la collecte. Et on voit également le rôle des productions touristiques destinées aux voyageurs et des images créées par les orientalistes dans celle des guinbris, ce qui a probablement entraîné par la suite une forme de désintérêt de la part des musées et des chercheurs pour ces instruments jugés non authentiques. Et ce qu'on voit, c'est que dans la première moitié du XXe siècle, ces 2 typologies deviennent le support de discours très essentialisants qui visent à écrire une histoire mondiale de la facture instrumentale et que ces approches ont entraîné une uniformisation de la collection, y compris matérielle, ce qui masque aujourd'hui les singularités de ces instruments aux provenances variées. Voilà, merci et désolée si j'étais un peu longue.
Bonjour à tous, merci au comité scientifique d'avoir accepté ma présentation et puis aux organisatrices pour l'invitation. Cette présentation consacrée aux objets en terre cuite d'Éthiopie repose sur une étude toujours en cours élaborée à partir d'un corpus constitué en 2017 dans le cadre de l'obtention d'une bourse d'études des collections du musée du Quai Branly, et ce, dans le cadre de mon travail de doctorat autour duquel j'ai développé une approche ethno-archéologique des traditions potières éthiopiennes. Le principal défi dans la nécessité de reprendre position par rapport à des objets et des pratiques souvent déconsidérées ou du moins très peu étudiées. Le musée Barbier-Muller a exceptionnellement consacré un ouvrage de 417 pages à la poterie africaine, mais les objets sont plus proches de la sculpture et souvent à usage rituel. Un autre exemple, un ouvrage sur une collection particulière d'art éthiopien, outre les icônes et autres objets liturgiques chrétiens, des objets usuels intègrent effectivement le giron de l'art, mais les contenants en vannerie, en cuir, en calebasse s'illustrent par leur rareté. Une seule poterie apparaît, elle est donnée Aksumit et présente en effet la forme des poteries antiques. Pourquoi si peu d'intérêt porté à la céramique, objet usuel avec a priori peu de connotations symboliques et pratiques artisanales encore très répandues en Éthiopie, ce qui de prime abord les éloigne du champ artistique et historique. Ils ont pourtant bel et bien une valeur patrimoniale ancrée dans des traditions techniques et d'usage séculaire, en voie de disparition dans la majorité des pays africains alentours. Je me propose donc de discuter de cette valeur historique, et ce, au travers de la collection du musée du Quai Branly et des multiples problématiques qu'elle soulève. Après une courte présentation de cette collection et de ses collecteurs, nous nous intéresserons plus particulièrement aux objets rapportés entre la fin du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle par 4 individus, des personnalités, disons, originales. Alors, les collections d'Éthiopie du musée du Quai Branly comprennent 161 objets en terre cuite et 62 photographies où apparaissent des céramiques. Mais j'ai également considéré dans mon corpus d'études initiales quelques clichés qui ne présentent pas de la poterie, telle cette bouteille en cuir, type d'objet qui n'est plus fabriqué et usité dans le pays, mais dont la forme se retrouve récemment dans le répertoire des poteries décoratives. Les objets en terre cuite représentent ainsi seulement 4% de la collection complète en provenance d'Éthiopie. Ils ont été rapportés et donnés par 18 individus sur près des 140 collecteurs qui sont venus nourrir une collection éthiopienne riche aujourd'hui de près de 6000 objets. Les chiffres montrent bien que la poterie reste effectivement marginale dans le champ de la collecte ethnographique. Cette représentation graphique indique que les collections concernées datent principalement d'avant la Seconde Guerre mondiale. Elles réunissent un petit nombre de collecteurs aux statuts et personnalités très variés, explorateurs commerciaux, explorateurs géographes, poètes, voyageurs, diplomates, scientifiques, archéologues, linguistes, généralement soutenus dans leurs explorations par le ministère de l'Instruction publique, le musée d'histoire naturelle, la Société de géographie, mais pas tous. Des profils, des itinéraires et des objectifs très variés qui se retranscrivent dans leur collecte et leur processus de collecte, mais ceci reste encore une recherche à approfondir. Les parts les plus importantes de la collection de poterie sont rapportées sans surprise par la mission Dakar Djibouti, mais également par Paul Soleillet. Nous verrons bientôt pourquoi. Au sein des grandes collectes, peu de céramique. Il est probable que le poids et la fragilité de cette catégorie d'objets étaient un frein à une collecte plus ambitieuse, car l'intérêt existe bien, par exemple avec Jules Borelli, qui, s'il ne rapporte que 5 objets, en photographie un bien plus grand nombre. Et nous verrons aussi l'importance et l'originalité des quelques objets éparses au sein de ces grandes collections, avec l'exemple de la donation Maurice de Copé. À l'inverse, au sein des collections plus restreintes, comme celle de l'abbé Breuil ou d'André Reuters, la céramique est bien présente, et c'est aussi ces objets que j'ai choisi d'interroger. Donc revenons rapidement sur le corpus étudié pour identifier quelques-unes des difficultés à étudier ces collections muséales. Concernant l'acquisition, il y a certes 18 entrées, mais doit-on considérer qu'elles sont le fruit de 18 donateurs ? Par exemple, la collection de Copé est un don posthume réalisé par sa veuve, qui participa certainement également à sa constitution.
La collection du bourg de Bozas est expédiée à Paris malgré sa mort au cours de l'exploration et grâce à la détermination des autres membres de l'équipage qui parvinrent à mener à bien l'ambition de Robert du Bourg de Bozas de faire don d'une collecte raisonnée au musée du Trocadéro. Donc derrière chacune de ces donations nominatives, il y a une histoire qui implique bien plus de personnes que son apparent protagoniste. Pour ce qui est de la catégorisation typologique, là encore c'est complexe. La collection présente en vrac batterie de cuisine, brûle encens, fêtière, icône, fourneau de pipe. Sommes-nous avec 2 catégories, les objets de cuisine et les autres? Sommes-nous avec plus d'une quarantaine de types morphofonctionnels qui prendraient alors en compte les différentes formes de marmites? Ce sont des catégorisations qui peuvent et doivent varier en fonction de l'angle d'approche de la collection. Enfin, concernant le nombre de groupes culturels représentés, là aussi, le problème des ethnonymes et plus généralement de la catégorisation ethnique est bien connu. Je présente maintenant quelques objets avec dans l'idée d'interroger leurs différentes vies, leur histoire muséale et leur histoire prémuséale et ce que cette dernière nous dit ou pourrait nous dire des sociétés et des usages concernés. André Ruyters est un écrivain, poète, essayiste, voyageur et anticonformiste travaillant dans la finance. Il arrive en Éthiopie en 1910, une opportunité professionnelle qui doit lui permettre de régler ses problèmes financiers et d'atteindre l'ailleurs. Il fait un second voyage en 1916 pour le compte d'une société commerciale dont l'identité et les buts restent énigmatiques. Il y perdra beaucoup d'argent et notamment celui d'André Gide. On ne sait si les objets donnés au Trocadéro par Ruyters ont été collectés lors de son premier ou de son second séjour. Peu importe, la donation a pour seule archive un billet de la main d'André Ruyters, original et élégant, à la plume d'une encre violette, daté du 22 février 1934. C'est donc dans un contexte de chantier des collections, de restructuration du musée d'ethnographie du Trocadéro à partir de 1929 pour devenir musée de l'homme en 1938, qu'André Ruyters, à 58 ans, sans que nous ne connaissions les motivations réelles de son geste, vient faire don de ce qui représente sans doute jusqu'alors ses souvenirs d'Abyssinie. Les objets de la collection Ruyters, aujourd'hui conservés au Quai Branly, sont moins nombreux que ceux de la liste établie par ses soins. Plusieurs différences ont été relevées entre l'inventaire TMS du Quai Branly et cette liste originale. Elles sont d'ordre mineur. 2 numéros attribués aux mêmes porte-gobelets nommés porte-bouteilles, 4 décibracelets regroupés en 2 paires, peu importe. Les divergences existantes sont plus embarrassantes quand elles concernent les attributions géoculturelles. Il est dommageable pour l'appréhension de ces objets que le musée de l'homme prenne quelques libertés avec les indications données par Ruyters. Ces informations sont certes lapidaires, mais sont ce que le poète a saisi de ces objets et de leur culture. Premier exemple, le porte-gobelet initialement donné comme étant du Djima, une région de l'ouest éthiopien dont la capitale est Djima, apparaît dans l'inventaire du musée de l'homme seulement attribué à la culture Gala, nom anciennement donné aux Oromos qui occupent effectivement entre autres cette région de l'Est depuis le XVIe siècle, aux côtés d'autres populations. Donc d'une certaine manière, cette attribution est une surinterprétation de l'information initiale tout en étant surtout une omission de cette dernière. Ainsi, Djima n'apparaît pas dans la colonne consacrée au lieu de collecte, alors même que cette information est remplie dans le cas des peintures données par André Ruyters comme originaire du Shoah. Là encore, cette seule information géographique est déformée puisque les objets sont, dans l'inventaire du musée, attribués à la culture Amhara, impliquant alors que les Oromos, qui vivent également au Shoah et qui ont participé à la construction d'Addis Abeba, ne peuvent être assimilés aux populations chrétiennes que seuls les Amharas devraient représenter. Enfin, dernière différence relevée, seules les lances sont données par Ruyters comme étant d'origine Gala. Pourtant, ce terme est également appliqué dans l'inventaire aux différents bracelets en alliage cuivreux et en ivoire, qui, eux, ne portent absolument aucune indication sur la liste de donations. Ces exemples illustrent la manière dont la lecture actuelle des collections ethnographiques peut être biaisée par des surinterprétations, ajouts ou omissions qui reflètent des tendances à attribuer certains ethnonymes à certaines catégories d'objets. Ces erreurs sont certes anecdotiques, mais tout de même le reflet de préjugés qu'il serait intéressant d'étudier plus en détail, savoir dans quelle mesure ils sont d'origine éthiopienne ou européenne et quel impact ils ont pu avoir dans l'histoire des relations entre les deux contrées et dans celle des collections ethnographiques. Enfin, certes, certains points posent question. Seulement 2 bracelets en ivoire apparaissent aujourd'hui dans la collection.
Le chiffre donné par Reuters pour ces bracelets pourrait porter à confusion. Fait de 2 barres, il pourrait effectivement désigner 2 pièces, mais les barres sont exactement sa manière de faire les 1. Et suivant la logique du dénombrement des objets inventoriés par ces soins, 11 serait bien la quantité inscrite. 9 bracelets en ivoire ont-ils disparu? Une chose est certaine, le bol à piment en terre cuite est bien absent. Les céramiques de cette donation étaient 2, ce qui est relativement beaucoup. Regarde cette petite collection, mais elles ne sont plus qu'une. Cette seule poterie est nommée lampe dans l'inventaire du musée, mais il est préférable de lire le mot écrit par Reuters comme étant coupe, car cet objet a bien la forme connue en Éthiopie d'un brûle-parfum, terme employé dans notre corpus pour des pièces analogues. Avec ce type de poterie, les brûle-parfums, nous mettons le doigt sur un ensemble de la culture matérielle qui nous permet d'évoquer une pratique particulière et ancienne, la fumigation. En Éthiopie, elle revêt de multiples formes, car elle relève de contextes divers, aussi bien domestiques que religieux. Elle est une technique du corps relative à l'hygiène, pratiquée aussi bien par les populations pastorales qu'agricoles. Dans les maisons les plus modestes, où seul l'essentiel est possédé, un large tesson suffira à la fumigation corporelle. Par contre, il y aura toujours une plus petite coupe spécialement dédiée à faire brûler de l'encens. Gacha est le nom employé par les Amaras, Girgira est le nom employé par les Oromo, mais en vérité, les uns et les autres emploient les deux et reconnaissent qu'un gacha sera un peu plus grand qu'un Girgira. Ils servent donc à contenir les charbons ardents sur lesquels la résine odorante, le fagot de plantes séchées ou le morceau de bois d'olivier viendra se consumer. La fumigation sert à purifier et parfumer la maison. Il accompagne la cérémonie du café, l'office des prêtres ou autres rassemblements rituels faits autour d'une agape, autour de tchats, autour de tambours ou encore autour d'une simple prière. Alors même que l'encens et la myrrhe ont déjà fait couler beaucoup d'encre, la diversité des pratiques de fumigation et leurs histoires culturelles et économiques dans la corne de l'Afrique est un champ historique et ethnographique très peu défriché. La donation de l'abbé Breuil. Après avoir déjà longuement voyagé en Europe et en Afrique australe, l'abbé Breuil, alors professeur au Collège de France, prend le chemin de l'Éthiopie où il enregistre une importante séquence archéologique. L'importante collection de l'abbé Breuil au Quai Branly reflète les multiples directions géographiques et scientifiques de ses recherches et peut-être aussi bien des achats, des cadeaux ou même des échanges, comme l'indique ce message très amical de Georges-Henri Rivière. Ainsi, Breuil fit régulièrement don de toutes sortes d'objets, de matériaux hétéroclites venus de tous les continents, avec, bien qu'en petit nombre, la présence constante de céramique. La seule céramique d'Afrique orientale rapportée par Breuil est une jatte de taille moyenne d'une facture un peu grossière. Elle est donnée comme étant utilisée par les Amaras. Souligner ce terme permet de souligner l'absence constante de la figure de l'artisan producteur. L'inventaire du musée de l'homme ne rapporte aucun terme vernaculaire, mais indique que cette céramique sert pour les sauces. Sur la fiche détaillée est inscrit que ce récipient sert à préparer la sauce, alors qu'il paraît davantage être un plat pour la présentation, le service ou directement de consommation. D'ailleurs, son usage ne devait pas être aussi strictement réservé à la sauce, puisque les résidus encore visibles au fond du récipient et relativement épais semblent être ceux de gumfo, un porridge d'avoine. C'est la seule céramique de la collection comportant encore distinctement plus que des résidus alimentaires, le reste d'un repas, et nous ne saurons jamais si l'abbé Breuil a acquis cette poterie lors d'une visite chez l'habitant ou s'il s'en était fait son écuelle quotidienne. Cette jatte rappelle d'autres objets de notre corpus et nous permet quelques remarques. D'abord, la décoration en résille rappelle exactement celle d'un récipient plus profond rapporté de Djima par la mission Dakar-Djibouti. Nous retrouvons donc le même décor à l'est chez les Amaras de l'Aragé qu'à l'ouest chez les Oromo de Djima, un même décor sur des récipients de fonctions différentes. Quant à la forme et ses variantes, nombreuses dans cette collection, elles se trouvent dans toute la région d'Éthiopie centrale, et bien qu'aujourd'hui représentatives de la culture gouragé, les attributions anciennes indiquent un usage commun, bien plus répandu entre le pays Oromo, Amara, Gouragé et au-delà, et des variations morphologiques qui ne sont pas à attribuer uniquement à des variations culturelles. Maurice de Copé fut diplomate, 4e ministre plénipotentiaire nommé à Addis-Abeba en 1916 pendant 6 ans. C'était également un homme de lettres à qui l'on doit par exemple la notation et l'édition de la chronique du règne de Ménélique II. La collection réunie par le couple de Copé et donnée par Madame en 63, 33 ans après le décès de son mari, se compose de 267 pièces. Un total de 385 objets est aujourd'hui dans les collections sans que le second don n'ait laissé de traces dans les archives. C'est une collection tout à fait exceptionnelle et méconnue. Outre cette très belle jarre à hydromel et cet objet en terre cuite,
précieux de par son originalité, son unicité, puisque c'est a priori la seule icône portative faite d'une plaque en terre cuite, occupée par les représentations gravées de la Vierge à l'enfant et de Saint Georges tuant le dragon. Le choix de ces représentations, les grands yeux en amande, le design des anges confèrent à l'objet son caractère abyssin, mais comment le nommer ? Par le terme « cil » qui désigne toute représentation matérielle, mais les auteurs proposent une liste variée de supports qui ne font référence qu'à la peinture, bois, fibre, parchemin, cuir, papier. Kertz pourrait être un terme plus approprié puisqu'il induit la présence de relief, mais là encore, la gravure est utilisée principalement pour l'ornementation géométrique du cadre. Bref, il n'existe que très peu d'éléments de comparaison, mais le modèle de représentation de la Vierge employée ainsi que ces deux icônes en bois et plâtre peint du musée de Dresden, datés du XXe siècle, suggèrent une production récente. Cet objet inédit souligne à nouveau combien les traditions éthiopiennes sont riches, mouvantes et bien souvent discrètes, et que les artistes ne sont pas toujours là où on les attend. Sur cette photo à droite, nous sommes dans un monastère d'artisans, dans la cellule d'Emawe Mimi, qui, en plus d'être une potière habile, a certainement plus que les autres une âme d'artiste. Enfin, je me suis demandé dans quelle mesure cet objet, qui tranche avec la représentation classiquement peinte, préfigure l'éclatement de la tradition, la multiplication des icônes grâce à l'impression ou leur production pour des touristes. Paul Soleillet, explorateur commercial, fâché avec l'administration coloniale en Afrique de l'Ouest, négociant d'armes en Éthiopie, se caractérise par sa curiosité, sa proximité avec les gens, son goût de la découverte et son talent pour la collecte ethnographique. La plus ancienne collection de poterie d'Éthiopie rejoint le musée du Trocadéro grâce à la donation de Paul Soleillet à la fin du XIXe siècle. Dans son récit de voyage, on note que l'intention de collecte pour un don au musée est présente dès le début de son exploration. La preuve en est la forme raisonnée, à partir de laquelle Paul Soleillet renseigne sa collecte, et récemment réapparu dans les archives un cahier présentant l'inventaire des objets rapportés, dont la classification semble inspirée des travaux de botanique. Dans le décompte typologique que fait Géraldine Ravissier, les objets du quotidien sont plus nombreux, bien plus nombreux que les vêtements, les parures et l'armement. La rareté des objets liturgiques n'est peut-être pas seulement le reflet de l'esprit du XIXe siècle ignorant la civilisation de l'autre, elle pourrait être davantage l'œuvre d'un homme sujet à représenter la diversité matérielle au regard des contraintes inhérentes à la collecte. Si l'achat, l'échange et le don ont préfiguré à la constitution de cette collection, la rareté des objets liturgiques collectés pourrait alors s'expliquer par la rareté même de ces objets ou plutôt par leur inaccessibilité. Se pose la question de l'origine, alors, des quelques objets liturgiques présents, une croix de prêtre en cuivre, un bâton de prêtre, un encensoir et un manuscrit sur parchemin dans son étui en bois et cuir, le fruit d'une ou plusieurs rencontres. L'illustration de la richesse matérielle de cet aspect de la vie socio-culturelle est rendue dans son plus simple appareil, mais est finalement très juste. L'écriture, l'encens et les objets de dignité, ces 4 objets sont peut-être issus d'une ou plusieurs opportunités de collecte que Paul Soleillet jugea suffisantes au regard de tout ce qu'il restait à rapporter des autres aspects de la culture matérielle. Sans pouvoir être exhaustive, la collecte de Paul Soleillet est sans nul doute raisonnée et soigneusement documentée. L'approche originale que cet explorateur a développée dans cette entreprise délicate est sans conteste, et c'est entre autres à la lumière de la collection de poterie que nous pouvons mieux envisager tout le soin et l'ingéniosité déployés. 55 objets en céramique sont dénombrés dans la collection, soit un 5e de l'entière collection Soleillet et près d'un tiers de l'entière collection de poterie éthiopienne. Cette surreprésentation de la céramique tient à un fait, contrairement aux autres collecteurs qui se sont vus obligés de choisir parmi la diversité du répertoire typologique en tenant compte de l'encombrement, du poids et du danger de casse. Paul Soleillet réussit à rapporter l'ensemble du répertoire céramique employé dans le Shoah grâce à l'usage de la miniaturisation. La collection complète pèse environ 17 kg et apparaît unique en son genre pour l'époque. Cette collection, jamais exposée au grand public malgré sa singularité, a fait l'objet d'une publication partielle en 1909 dans l'ouvrage de Jean Duchesne-Fournet. La planche 17 présente les photographies de 11 objets issus de collections Soleillet. La légende de ces illustrations précise « Les spécimens des poteries figurées ont été exécutés pour Soleillet à échelle réduite par un potier du Shoah ». Cette mention n'explicite pas directement l'identité de l'auteur, car l'identité Shoah n'a plus vraiment cours, si tant est qu'elle existait.
Le Shoa, actuellement subdivision de la plus grande région Amhara, est une province historique de l'Empire éthiopien, occupée aussi bien par des Oromos, des Amharas, des Argobas, que par des artisans marginalisés organisés en communautés monastiques. À l'époque où Soleillet visite le Shoa, il réside longuement à Ankober, capitale de l'empereur. En contrebas, la vallée de Lek Mariafa était un des principaux centres de production artisanale. Donc là, j'y suis allée, et là, la communauté de potières du monastère de Mentek, interrogée, n'a aucune idée de cette commande et n'a pas le souvenir que les hommes aient pu pratiquer la poterie, activité aujourd'hui exclusivement féminine. La miniaturisation ne fait pas partie de leur activité. Notons cependant que la miniaturisation était en vogue dans les années 80 à Addis Abeba. Cette cinquantaine de poteries miniatures, documentation de la diversité typo-fonctionnelle d'il y a un siècle, est un véritable jalon pour définir la transformation contemporaine du répertoire. Après reprise de l'inventaire, la classification répartit les poteries en 23 types généraux, dont les plus représentés sont les marmites, les plats de service et la diversité des pots à colle. Les informations anciennes rapportent 35 noms différents de poteries, et si certains noms se répètent, aucune forme n'est identique. C'est dire la richesse du corpus céramique dans cette région de l'Éthiopie. Parmi ces différents types de poteries, 7 ont une fonction autre que celle de contenir des liquides ou des solides à des fins alimentaires: coffre pour les tissus, brûle-parfum, chaînée de foyer, bouilloire et pots destinés à l'hygiène du corps, lampes et ornements de fête de case. Par rapport à ce que nous avons documenté de la diversité typologique actuelle, nous observons quelques différences. D'abord, du point de vue de la dénomination, de manière générale, le vocabulaire s'est appauvri. Du point de vue de la production, tasses, lampes, pots servant à la conservation des denrées sèches, coffres à tissu ne sont plus fabriqués. Certaines formes de marmites ont également disparu. Par contre, le brasero, poterie très répandue actuellement, n'apparaît pas dans ces collections et ne devait pas encore être en usage à cette époque. Bien que la production décroisse rapidement et que la diversité des appellations disparaisse, et avec elle la variabilité des formes, l'ensemble du répertoire typomorphofonctionnel de la céramique s'est généralement maintenu au cours du siècle dernier. Cette situation permet donc un retour sur le terrain, indispensable à l'écriture de l'histoire des collections et des sociétés. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation d'avoir accepté ma communication. J'interviens ce matin sur un inventaire des objets gabonais dans les collections des musées en France, état de lieu et mise en valeur. C'est en même temps mon sujet de mémoire pour mon DU de Paris-Nanterre. Alors, je commence ma présentation avec le contexte historique, parce qu'il était important pour moi de définir l'environnement dans lequel les objets étaient partis du Gabon. Donc, les différentes périodes de l'exploration française au Gabon. On a dans un premier temps la période coloniale, et en fait, tous les pays n'ont pas connu ces différentes périodes au même moment. Et au Gabon, je la situe souvent avant la première mission de Brazza, c'est-à-dire entre le XVIIIe siècle et 1975. Alors, les explorations ont permis aux Européens, notamment les Français, de découvrir les aspects des civilisations africaines. Elles ont aussi permis de localiser les richesses minières du continent et de compléter Elles ont aussi permis de localiser les richesses minières du continent et de compléter la carte qui servira de guide aux conquérants. Même si elle apparaît comme une période de curiosité scientifique, elle va permettre plus tard l'hégémonie occidentale et l'impérialisme culturel qui poussera à évangéliser les populations tout en commerçant. La période coloniale, elle débute pour le Gabon avec la première mission de Brazza en 1875, donc on la situe entre 1875 et 1960.
L'explorateur Brazza pénètre en Afrique centrale et signe des traités de protectorat avec les chefs noirs. Le but principal de la colonisation est d'avoir accès aux ressources naturelles du territoire afin de soutenir leur production industrielle. De ce fait, plusieurs États européens se lancent dans une course aux colonies africaines. Généralement, cette période entre 1875 et 1960, je la divise en deux, entre 1875 et 1920 et 1920-1930 avec l'explosion du marché de l'art, et entre 1930 et 1960 avec l'arrivée des indépendances. Jusqu'en 1920 ou au début du XXe siècle, les objets africains encore authentiques ne sont que des objets ethnographiques et sont considérés comme tels. À partir des années 30, du moins la période 1939-1945, les objets africains commencent à attirer plus d'attention. On commence à y voir de l'esthétique, notamment avec les expositions universelles, mais encore avec les expositions de Joseph Brummer, grand commerçant d'art. Ces objets qui au départ étaient collectés comme de simples souvenirs de voyage prennent de plus en plus de valeur sur le marché de l'art. On assiste à une véritable explosion du marché de l'art. La période postcoloniale ou la décolonisation, les années des indépendances, 1960 à nos jours. Au Gabon, l'indépendance apparaît en 1960. Les aspirations nationalistes africaines mènent aux indépendances qui s'altèrent pour certains pays entre 1910 à 1975, mais comme je l'ai dit, au Gabon, c'était en 1960. Cette période également, je la découpe en deux. Entre 1960 et 1975, le Gabon ne compte pas de véritables chercheurs. Du coup, on retrouve plus les chercheurs de l'Ostrom qui seront présents jusqu'en 1975. Le type de collecteur. On a les explorateurs et ou scientifiques, les ethnologues, médecins, naturalistes, aventuriers. On a les missionnaires ou évangélistes, les administrateurs, gouverneurs, les militaires. Ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer. J'en ai pour l'instant, je peux juste en présenter 3. En commençant par Brazza. Pierre Savagnin de Brazza, explorateur et administrateur français, de 1875 à 1878, accompagné du docteur Ballet et du naturaliste Marsh, il remonte à partir de Lambaréné la vallée de l'Ogooué, puis pénètre à pied en pays Téké jusqu'à la Lima, découvrant ainsi une voie commerciale vers le Congo. À l'occasion de la deuxième mission, 1879-1882, pour créer des stations de l'Association internationale africaine, AIA, entre l'Ogooué et la Lima. Il devance Stanley sur le pôle, fondation de Franceville en juin 1880, traité avec le roi Makoko, chef des Téké, le 10 septembre 1880, cédant le pays Téké à la France. À la troisième mission, 1883-1885, il est bien plus fourni en personnel, Chavannes, Dolizy, Fourneau, etc. Brazza, nommé commissaire de la République, fonde une série de postes de l'Ogooué au Congo, remet au roi Makoko les traités ratifiés et met sur pied l'établissement français du Congo, notamment par la création de Brazza, la même mise sur Luango et Pointe-Noire grâce à la mission Cordier et l'ouverture de la voie d'Okwili-Niari contre la présentation de l'Association internationale du Congo. En 1886, Brazza est nommé commissaire général du gouvernement dans le Congo français, auquel est rattaché le Gabon et organise progressivement la colonie. Il poursuit l'exploration du bassin de la Sangha
jusqu'à la Benue, Cameroun, et dirige l'ensemble de la progression en Afrique équatoriale. Mis en disposition en 1898, il est envoyé au Congo en 1905 à la tête d'une mission d'enquête, à la suite de scandales locaux qui alimentèrent une violente campagne de presse. Il meurt à Dakar au cours de son voyage de retour. Émile Gentil, explorateur et administrateur français, de 1895 à 1898, il descend le Chari supérieur jusqu'au lac Tchad et place le Bangirmi sous protectorat français. Reparti au Chari, il bat Rabat à Kounon, unit sa mission à celle venant du nord de Fouro et Lamy et venant de l'ouest de Joalan et Meunière, et contribue à la défaite définitive de Rabat à Kousseri. Gouverneur du Moyen-Congo en 1902, il est de 1903 à 1908 commissaire général du gouvernement pour le territoire du Congo et indépendance. Jean-Baptiste Marchand, engagé en 1883 dans l'infanterie de marine, sous-lieutenant en 1887, il prend part à des expéditions militaires en Afrique occidentale, rentré en France en 1895, enthousiasmé par un projet d'exploration qui permettrait à la France de joindre à travers l'Afrique atlantique l'océan Indien. Le capitaine Marchand se voit confier cette mission. Les différentes formes d'acquisition. Si nous avons tenu à déterminer les différents types de collecteurs, parce que nous pensons que chacun, selon son domaine, avait une façon particulière de collecter. Donc, on a des collectes ethnographiques, les dons, les achats, les legs, les fouilles, les prises, les butins de guerre, la profanation des lieux sacrés, qui peut se résumer par des vols ou des pillages. Les ethnologues, par exemple, avaient le manuel d'ethnographie écrit par Marcel Mauss. De l'étude des phénomènes religieux aux techniques du corps, il consiste à aménager des questionnaires plus fermés, couverts ou semi-ouverts. Bien que Marcel Mauss n'ait jamais fait le terrain, c'est un guide des instructions à destination des apprentis ethnographes, un manuel destiné à enseigner aux étudiants la pratique du terrain, l'observation participante. Les missionnaires, quant à eux, venaient au Gabon ou en Afrique pour transformer les sociétés et les mentalités des populations pour le plus grand bien de l'Europe et surtout de la France. Ils devaient acquérir une bonne connaissance non seulement de la langue, mais aussi de la culture et des coutumes locales. L'objectif étant la conversion personnelle des païens et la mise sur pied d'une église. Les militaires. L'armée coloniale désigne d'abord les soldats chargés de conquérir les colonies, puis, assez rapidement, les troupes recrutées dans ces colonies. Dans un document issu du Musée des Beaux-Arts et Archéologie de Besançon, il apparaît ceci. Les butins de guerre et des trophées. La prédominance des armes dans les collections s'explique sans doute par la vocation des collecteurs quand ils sont militaires, mais aussi par le contexte même des collectes qui est celui de des guerres de conquête. Ainsi, certains ensembles s'apparentent aux butins de guerre et aux trophées. Le pillage des objets africains apparaît alors tout à fait légitime. Il se conforme d'ailleurs à une pratique théorisée sous la Révolution française. En effet, dans son premier rapport sur le vandalisme, l'abbé Grégoire déclare « Nous avons le droit de dire qu'en combattant les tyrans, nous protégeons les arts. Nous en recueillons le monument même dans les contrées où pénètrent nos armées victorieuses. La présence au musée sert donc un enjeu idéologique en tant que symbole patriotique. Les objets africains du Musée des Beaux-Arts de Besançon ont avant tout pour fonction d'établir les mérites de la conquête armée menée par la France.
Les textes, lettres des donateurs et inventaires confirment une telle approche des pièces. En effet, nous apprenons que le capitaine Peureux, nous apprenons que pour le capitaine Peureux, les condamnations à mort de ses ennemis ont été l'occasion de récupérer de beaux sabres décorés, notamment celui du prince Topha. Une lettre assez confuse de son épouse en parle en ces termes. Sabre de parade du roi Topha, ses armes étaient tête de requin, 3 sabres de parade, dont les étuis en cuir travaillés ayant appartenu à 3 princes condamnés à mort par mon mari. Toutes ces pièces ne sont d'ailleurs pas toujours fonctionnelles en tant qu'armes et peuvent servir comme marque de prestige, mais aussi comme monnaie. Ces caractéristiques peuvent expliquer que les militaires français ont spontanément privilégié les collectes de ces types de pièces justement pour leur valeur symbolique. Non seulement armes des vaincus, mais symboles de leur pouvoir et de leur richesse. La qualité de la facture des armes est remarquable et l'appréciation esthétique ne doit pas être absente non plus dans leur choix. En effet, ces pièces témoignent que chez les peuples du Haut-Ubangui, les armes blanches, glaives, poignards, couteaux de jet, lances, harpons, armes offensives ou d'apparat avaient atteint vers la fin du XIXe siècle un haut degré de perfection technique et formelle et se substituent quasiment à la statuaire peu développée dans cette région. Aussi, la quasi-absence de la sculpture en bois dans les collections est à relativiser. Les objets de la vie quotidienne sont présents dans une mesure beaucoup plus importante, mais restent quand même inférieurs au nombre des armes. Une telle constante dans la composition des différents ensembles mène à s'interroger sur les critères qui ont guidé leur constitution. D'une part, il semble que jusqu'au XXe siècle, les sculptures liées à une fonction rituelle ne sont pas encore prisées par les Européens. Cela se traduit bien par la prédominance d'une présentation d'armes et d'objets de la vie quotidienne dans les musées à cette époque, pour lesquels l'objet n'a de sens que comme indice d'un stade d'évolution culturelle. Pour les aventuriers, médecins et autres collecteurs, il apparaît bien d'autres techniques. Il est très évident que dans les musées, à partir de certaines documentations dans les musées, on ne peut pas avoir plus de détails. Alors je me suis appuyée sur un collecteur privé, Jean-Claude Andron, médecin français ayant exercé au Gabon dans les années 50, interviewé par M. Le Fur, avoua qu'il n'aurait jamais acheté une œuvre non authentique. Il dit ceci: « Je n'ai jamais été guidé dans mes choix. Mes objets m'arrivaient, je ne les prenais pas, je ne discutais jamais les prix. Pour ce que j'ai, cela a été sauvé. Quand on me traite de pillard, j'ai ramassé des choses dans les poubelles. J'ai eu un fétiche à clous en main, je l'ai demandé et on me l'a refusé. C'est pour nos musées. J'aurais dû insister. Il a été donné à un musée suédois. J'ai donné beaucoup de pièces car j'ai beaucoup reçu et cela me faisait plaisir. Mes goûts n'ont pas changé, ils se sont étendus, ils se sont affinés. En augmentant mes connaissances, je revois mes jugements. » Parlons de sa méthode d'acquisition. Au Congo, je n'ai presque rien ramené. Au Gabon, je partais à leur recherche. Je les achetais parfois, on me les donnait. Ce sont des objets donnés, trouvés. Ils viennent très rarement de chez les marchands. J'achète rarement. J'en ai tellement déjà. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai fait sur un coup de foudre. J'ai changé une fois ou deux avec un marchand. Je n'aime pas. Je vais voir les brocanteurs, mais pour le plaisir, comme on va au musée. Je ne vais pas aux ventes aux enchères. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent. Parlons d'authenticité. Très bonne question. C'est une question de gradation. Tu passes insensiblement d'un objet vrai à un objet bidon.
un objet vrai, pour autochtones, fait par eux et, si possible, utilisé par eux. Ça leur donne une pièce de mana. Ça leur donne une espèce de mana. Il y a l'objet par les Africains, pour les Africains, mais pas utilisé. Au point de vue de sa valeur, il en a 2 fois moins. Pas de patine, pas de mana donné par l'utilisation. Ensuite, tu as l'Africain qui n'est pas plus bête qu'un autre et va faire des objets. Le premier est bon. Au second, il élimine des détails. Sur les quotas, il n'y a pas de losange à l'arrière. Finalement, ça n'a pas plus que de très vagues rapports avec l'objet initial et ça ne ressemble à rien. Dans le dernier stade, on vend à l'Européen. L'Africain n'est plus le destinataire. Tout ça pour des objets sans patine. Après, il te les patine. Ensuite, ça se fait à Saint-Ouen. J'ai connu un gars, un Allemand qui est mort depuis. C'était un restaurateur qui faisait des patines des fonds. Il est mort sans laisser ses secrets. Quel dommage. Le nombre de faux qu'il y avait dans certaines collections, qu'est-ce que tu recherches dans un objet? L'émotion. Si le faux te donne une émotion, ça va. Mais je ne suis pas d'accord pour payer des fortunes pour un faux. Ce qui me gêne dans ces copies, c'est qu'ils les font payer à des prix de l'ancien. Dans les objets, ce qui m'intéresse, c'est leur magie. C'est la tromperie qui m'ennuie. Je sens quand les objets ont vécu. J'adore l'empreinte du temps sur des choses. Les objets cassés ravinés. Et on verra dans son ensemble de collecte que pour la plupart, ces objets ont été ramassés dans d'anciens temples où on peut parler de profanation. Je me suis également intéressée aux objets de Marie-Thérèse Petit, sage-femme qui également passait son temps à ramasser des objets et à profaner des lieux sacrés. Parlant d'une tête de pieu de maison, on dit que c'est une belle relique trouvée en pays Togo au cours d'une excursion dans la forêt primaire. Les types d'objets. Dans les collections françaises, on a plusieurs types d'objets, les instruments de musique, les masques, les reliquaires et gardiens reliquaires, les statuettes, les vanneries, la vannerie, les accessoires de beauté, la coiffure, les vêtures, les accessoires pour fumer, les objets du quotidien, les outils pour l'agriculture, le matériel de pêche et de chasse, les éléments de l'architecture, les attributs de pouvoir, les parures, les objets ludiques, les outils pour la métallurgie et les métiers à tisser, le mobilier, l'éclairage, les boucliers, les boîtes, les armes à feu, l'outillage, les pots, les proues de pirogue et pagaie, les armes de jet et d'autres éléments non identifiés. Ici, vous avez des objets du musée du Quai Branly. Donc là, vous pouvez remarquer les armes de jet, des poteaux, les masques. Là également, vous avez toujours des objets présents au musée du Quai Branly. Et là, vous avez toute une série d'armes de jet présents au musée du Quai Branly. Là également, vous avez des masques et des armes de jet. État de lieu des collections et mise en valeur. Dans les musées français, en parlant des objets africains ou gabonais, on va parler des objets extra-européens, des objets africains, des objets d'Afrique centrale, des objets du bassin du Congo, des objets de l'Afrique équatoriale française, des objets d'outre-mer ou des objets gabonais. Hier encore, Margot parlait des objets de l'Afrique subsaharienne. Les types de musées dans lesquels on retrouve ces objets, on a des musées d'art et d'histoire, on a les fondations, les musées de collections d'art occidentaux, d'Afrique, d'Océanie et d'archéologie, les musées d'art occidentaux et extra-européens, les musées des beaux-arts et archéologie, les musées d'ethnographie, les musées des douanes, les musées d'histoire, les muséums d'histoire naturelle. Et on retrouve plusieurs types de documentation. On a des catalogues comme ce catalogue du musée de Caen, le musée des beaux-arts de Caen. On a des inventaires.
Mais à l'intérieur de ces inventaires, on remarque l'absence d'informations. Ici, par exemple, on a le numéro d'inventaire, ensuite l'auteur où on met fond, ensuite la désignation, c'est-à-dire le nom. Mais à des endroits, on a l'absence d'information. Et là, on est au musée Blois-Château. Non, on est à Blois-Château. On a également dans les documentations de ces musées ce type d'inventaire, des listes d'inventaires comme ça sans information précise. On a par exemple un lot de saguets, harpons, sans aucune information. On a ce type d'inventaire également où on met les noms, ensuite on met Afrique. L'origine n'est pas précise, Afrique, mais où en Afrique? On ne sait pas. On a également ça où c'est répertorié comme ça, Afrique, Afrique centrale, Afrique occidentale. Voilà. La conservation. Les objets, si certains musées n'ont pas des inventaires ou des réserves bien définies pour ce type d'objets, on en a d'autres qui ont des réserves. Là, par exemple, on a l'oscillo, les instruments de musique du Quai Branly. On a toute une série d'arbres africains. On a ces réserves-là également. Voilà. On a des objets bien rangés dans des réserves pour certains musées, mais pour d'autres, on a un manque d'inventaire et absence de réserves bien rangées. Les expositions. Je me permets juste, il va falloir terminer rapidement. Désolé. Pour les expositions, on va parler la mise en valeur. Les objets gabonais en France sont mis en valeur à travers les expositions. Donc, on a eu des grandes expositions universelles. Ensuite, on a eu les expositions au fil du temps avec ces catalogues-là qui marquent des temps forts des expositions des objets gabonais dans les musées français. J'avais déjà identifié les problèmes: absence d'inventaire, absence de numéro d'inventaire, précision confuse sur les origines, manque d'information ou absence d'information. Voilà, je voulais terminer ma présentation avec un petit état de lieu sur le musée du Gabon pour dire qu'au musée du Gabon, on retrouve le même type d'objets. Ces objets ont été collectés par la plupart par les chercheurs de l'Orstom dans les années 60. Et ils sont mis en valeur actuellement au musée du Gabon. Voilà. Voilà les principales sources: le musée du Quai Branly, le musée d'Angoulême, le musée d'ethnographie de Bordeaux. On a travaillé sur un corpus de 60 musées. On a environ une soixantaine de musées ayant les collections gabonaises, ayant des objets gabonais dans leur collection. Alors, on va enchaîner assez rapidement sur les questions avec la salle. Il y a une pause à 11h, donc on a un petit quart d'heure devant nous. Je ne sais pas s'il y a des questions, il y a des micros qui circulent. Oui, merci à toutes les trois pour ces présentations. J'aurais des questions de détail, mais surtout, je voudrais revenir sur peut-être lancer une question de manière plus générale. Depuis hier et ce matin, on a parlé de collecte. Et moi, j'aimerais qu'on revienne en fait sur ce qu'on entend par collecte, sur l'histoire en fait de ce terme et comment il s'est imposé comme le terme générique pour parler d'acquisition de différentes natures. Enfin, je ne vais
pas développer maintenant sur ce que moi ça m'évoque, mais c'est vrai que pour moi c'est peut-être que je me trompe, hein, mais que c'est un terme qui s'est diffusé dans le cadre d'émissions scientifiques, dans l'idée de collecte raisonnée, alors qu'on voit bien que la plupart du temps c'est pas du tout le cas. Alors voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on reprenne une histoire plus générale de ce terme et qu'on trouve d'autres termes justement et pas utiliser de manière celui-ci de manière trop systématique. Et l'autre question, c'est un peu du même type, c'est sur notre usage du terme d'objet ethnographique, qui en soi, quand je réfléchis quelques secondes, je me dis mais en fait qu'est-ce que ça veut dire ? Et dont je me demande en fait si effectivement il est pas aussi lié de la même manière à la question de la collecte, en fait. Et donc, des termes dont l'usage s'est généralisé à partir, finalement, de cas spécifiques d'acquisition. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas développer les autres questions, mais je pense que c'est un débat qu'on peut peut-être avoir de manière collective, et en tout cas, je vous demande votre avis. Moi, je veux bien répondre. Parce que du coup, vous l'avez compris, moi, je suis restauratrice, donc c'est pas à la base quelque chose qui m'est très familier. Et je me suis beaucoup posé la question de comment désigner ces personnes. Là, justement, pour cette présentation, comment désigner ces personnes, effectivement, qui avaient acquis à un moment donné ces luttes qui, on voit bien, ont circulé. Et en fait, alors, j'ai pas de je suis désolée. C'est pas une réponse très construite parce que j'ai pas de réponse, mais c'est vraiment, c'est vraiment une question qui pour moi était vraiment importante au moment de la rédaction de cette présentation. Donc, je serais ravie d'avoir d'autres avis et d'autres propositions. C'est une question qui est quand même très difficile. Ça marche pas, ça c'est pas grave. C'est une question qui est très difficile. Je pense que c'est vraiment en fonction des personnalités et des objectifs qu'on peut parler de collecte ou de collection. Enfin, du coup, après, c'est un peu... Mais si je reviens sur Paul Soleillet et cette collection de miniatures, il y a vraiment une démarche, une volonté de... représenter les cultures par le biais du matériel. Et donc il y a cette démarche scientifique, ethnographique, et qui du coup s'apparente effectivement à une collecte, à mon avis, je sais pas. Alors que Maurice de Copé, dans ce cas-là, je pense qu'en famille, ils ont passé 6 ans en Éthiopie. Et en fait, c'était pas une démarche systématique ou vraiment... raisonnée. Dans le carnet de route de Madame de Copé, on voit que les prêtres leur remettaient des objets. Enfin, c'était en fonction sûrement des rencontres et des antiquaires aussi, qui sont toujours... Alors, est-ce que les antiquaires sont marchands, collecteurs, collectionneurs? C'est parce que finalement, c'est aussi eux qui sont à l'origine du départ des objets, vraiment de leur contexte de production initiale. Donc du coup, je pense que Maurice de Copé était plus un collectionneur. Après, il va y avoir des collectionneurs avec des propensions à couvrir les différentes catégories. D'autres seront sur une catégorie d'objets. C'est pas une réponse. Et concernant le terme ethnographique, j'en discutais avec cette dame qui a fait sa thèse hier, et c'est vrai que ethnographique, on le voit souvent comme un terme qui finalement désigne le monde extra-européen, qui met une distance en fait, ce qui n'est pas forcément vrai, mais je pense que de toute manière, à partir du moment où les objets rentrent dans des collections muséales et participe de la représentation d'une culture, que ce soit la sienne propre ou celle des autres, c'est déjà un objet ethnographique. Et la différence avec l'objet artistique,
il n'est pas forcément... on peut aussi considérer que l'art fait partie des mœurs et des cultures et que du coup, il n'est pas... tout ça peut facilement être interdépendant. Voilà, c'est pas du tout clair, mais j'ai essayé. Ok, merci. Je pense que par rapport à ce que Claire a dit, moi je vais donc employer certains thèmes, mais considérer que c'est un guillemet, puisqu'on n'a pas tout clarifié, notamment collègue, collecteur et tout ça. Donc je vais parler des collecteurs dans mes questions. Et donc ma première question est adressée à Ariane. Voilà, donc elle a parlé des luttes. Voilà, des luttes. Et je me rends compte que c'est la classification, je crois, de Hans Bostel-Sachs qui fait toujours référence. Voilà. Alors, pas seulement, mais... Ok, donc je vais terminer et puis voilà. Donc il y a des noms, je pense que c'est des noms vernaculaires, Gimbri, Oud, voilà. Mais je me rends compte que pour ce qui concerne les instruments de la bande sahélo-saharienne, on parle seulement de lutte. Donc je ne sais pas, est-ce que par rapport à vos recherches, il y a un nom aussi vernaculaire qui est consacré à ces instruments-là. Et l'autre point aussi que vous avez effleuré vraiment très rapidement, c'est la fonction de Gimbri. Puisque vous dites qu'on a l'impression, ou bien il est dit quelque part, que c'est associé à des marginaux. Donc je ne sais pas, pour ce qui concerne les luttes, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je crois qu'on peut échanger aussi là-dessus. Voilà. Maintenant, pour Larissa, j'ai quand même une série de questions. Je veux savoir, à cette étape de votre travail, là, puisque vous avez dit que vous êtes en train de travailler sur les collections et tout ça, c'est quel type d'objet gabonais qu'on rencontre le plus, voilà, dans les musées sur lesquels vos investigations ont porté? Et vous avez abordé les méthodes d'acquisition des objets. Dans les musées dans lesquels vous avez travaillé, est-ce que, voilà, donc c'est le type quel type de méthode de collecte on a remarqué? Vous avez remarqué que c'était le plus utilisé, voilà, dans la liste que vous avez déclinée tout à l'heure. Et j'aimerais savoir à cette heure-là, il y a combien d'objets que vous avez pu recenser, voilà, dans ces différents musées? Puisque vous dites que votre travail a porté sur une soixantaine de musées, à cette heure-là, je crois que peut-être vous n'avez pas couvert tous les 60 musées, mais vous en êtes à combien d'objets? Voilà. Et vous avez décliné aussi les différentes périodes de collecte ou d'acquisition. Bon, c'est si long. Voilà. Je veux savoir, c'est quelle période qui a connu le pic en termes vraiment d'acquisition de ces objets-là au niveau par les musées ou bien les institutions patrimoniales occidentales. Voilà. Merci. Alors, du coup, merci pour ces questions parce qu'elles sont déterminantes. C'est ce que j'ai essayé de dire rapidement dans l'intro, mais concernant la terminologie de lutte à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, c'est une terminologie effectivement qui est issue des classifications organologiques. Alors en fait, il y a eu plusieurs essais de classification, et notamment il y en a eu au Musée de l'Homme par André Scheffner et Geneviève Tournon par la suite, dans l'idée d'essayer d'intégrer les instruments dits non européens dans cette classification. Mais en fait, on voit à quel point cette classification est en fait assez essentialisante, puisqu'on réunit des instruments différents et de provenance différentes et d'usages différents au sein d'une même classification. Et pour ces luttes, le problème que j'ai eu et le problème que j'ai encore, c'est qu'en fait on a vu qu'ils viennent d'une région extrêmement vaste et qu'effectivement il y a différents termes qui sont employés pour les nommer, mais que ne connaissant pas la provenance précise de ces instruments, et on l'a vu qui en plus ont été restaurés et qui donc aujourd'hui sont tous extrêmement similaires parce qu'ils ont été totalement uniformisés par ces restaurations, je ne sais pas comment je sais que c'est très réducteur de les appeler lutte à pic intérieur d'Afrique de l'Ouest, c'est une évidence. Et je ne sais pas comment les nommer autrement parce que, par exemple, le terme kalam a été employé parfois par certains musicologues pour nommer tous ces luttes. Et donc, en fait, on a appliqué un terme vernaculaire à l'ensemble de ces luttes, ce qui est aussi une erreur. Et donc, en fait, je suis un peu bloquée et je pense que l'issue, c'est de sortir d'une approche, justement, de sortir de cette étude de corpus. Et là, je suis mise moi-même face à mes propres... Voilà, face au biais de mon étude, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut sortir de cette approche de collection et de corpus et se concentrer individuellement sur les instruments et essayer de remonter la piste. Mais du coup, pour l'instant, pour
qualifier cette collection, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et pour revenir aux questions des Guinbri, et même l'appellation Guinbri, en fait, on voit bien que c'est une appellation européanisée, qu'il y a des orthographes différentes, que ça réunit là aussi, sous le terme de Guinbri, on réunit en fait des luttes différents, des usages différents, et là aussi finalement c'est réducteur. Et donc pour l'usage des Guinbri, je suis passée très vite, mais en fait on voit bien que effectivement il y a probablement une production pour les Européens, ça a été repris, etc. Mais qu'en fait, il y a des usages qui sont extrêmement variés. Et là, je vous renvoie à l'étude d'Anis Medeb, qui est le chercheur que j'ai cité tout à l'heure, qui a vraiment montré à travers une étude approfondie des archives et des ouvrages anciens que c'est un luth qui, effectivement, est joué vraiment par une grande variété de personnes, des musiciens professionnels et d'autres qui ne le sont pas, et donc dans des contextes de jeu qui sont extrêmement variés, et que donc les instruments qu'on a en collection ne représentent pas, et en tout cas l'idée qu'on s'en fait ne représente pas ces contextes très variés. Et c'est aussi le cas pour les luths à pic intérieur, qui peuvent être joués par des musiciens professionnels, mais pas que, qui sont parfois soumis à des restrictions d'âge, de genre, mais pas que. Et c'est là où j'atteins mes limites, c'est que ne sachant pas forcément d'où proviennent ces instruments, je n'ai pas plus d'informations. On va passer rapidement à la réponse suivante. Merci Jean-Paul pour les questions. On va commencer par les types de collectes. Ce qu'il y a, c'est que dans la documentation que nous produisent les musées, on ne trouve pas vraiment, parce que la plupart des objets sont des objets qui sont des dons, des legs, les achats. Du coup, on a du mal à avoir les techniques, les méthodes d'acquisition de ces objets. Voilà pourquoi je me suis retournée vers les collectionneurs privés à partir de leur catalogue qui définissent les différentes méthodes employées pour acquérir des objets. Entre Marie-Thérèse Petit, qui a exercé comme sage-femme au Gabon, et Jean-Claude Andro, qui a également exercé comme médecin, les méthodes ne sont pas très différentes. J'ai essayé de lire des petits bouts de ce qu'ils disent. Pour Jean-Claude Andro, pour lui, il prenait des objets dans d'anciens temples. Donc, il dit « je les trouvais ». Pour Marie-Thérèse Petit également. Et pour ces gens, ils savaient qu'il y avait des objets qui étaient des objets touristiques faits spécialement pour des touristes. Mais eux, ils ne voulaient pas ce type d'objet. Du coup, ils allaient dans d'anciens temples, les ramassaient ou, à l'occasion, les achetaient des objets chez des fabricants qu'ils savaient qu'ils fabriquaient des objets authentiques. Mais dans la documentation des musées ici, on a comme technique d'acquisition les dons, les achats, les legs, parce que ce ne sont pas les principaux propriétaires qui ont déposé ces objets. Parfois, ce sont des héritiers ou des marchands qui les ont revendus. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement. C'est clair. Et pour le type d'objet, j'en ai cité quelques-uns là. On a pour la majorité des armes de jet. On a des instruments de musique, les masques, les reliquaires, les objets du quotidien. Ensuite, la dernière question, c'était la période de pic. On a cette période-là qui, avant la colonisation, où les objets sont encore authentiques, mais n'attirent pas encore, ne sont pas, comment dire, ne suscitent pas encore de l'intérêt. À partir des années 1920-1930, avec l'explosion du marché de l'art, on a vraiment une forte demande d'objets africains.
Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, ça nous arrangerait pour tenir le planning. On va pouvoir aller en pause. Voilà, merci.